Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue dans ce premier sommet 4.0 digital. Je m'appelle Emmanuel Perret, je travaille pour l'UMM de l'Ain sur les questions de développement industriel et d'innovation. Je suis également co-titulaire de la chaire Transformation 4.0, détenue par Grenoble INP Génie Industriel et par l'UMM de l'Ain, donc chaire créatrice de ce sommet. Cette chaire a pour objectif d'accélérer la transformation 4.0 des industries et d'intégrer dans les formations les défis du 4.0. J'aurai le plaisir, avec Fabien Mangione, enseignant-chercheur à Grenoble INP et co-titulaire de la chaire Transformation 4.0, de vous accompagner tout au long de ce sommet 4.0 qui débute aujourd'hui pour se terminer vendredi. Ce sommet s'articule autour de 5 webinaires qui visent à débattre sur l'industrie 4.0 et les impacts de la crise et qui visent à questionner la pertinence de l'industrie 4.0 dans les crises économiques et sanitaires que nous vivons. Lorsque nous avons travaillé sur ce sommet il y a quelques mois avec l'équipe, Marie-Hélène, Daniel, Fabien, Julien et Philippe, à la sortie de la première vague, nous étions loin d'imaginer à quel point ce thème serait d'actualité aujourd'hui et à quel point il nous paraît encore plus important de partager et de débattre maintenant sur les leviers du 4.0 en cette période. Lors de ces webinaires qui vont se dérouler de 16h30 à 18h, nous diffuserons les interventions préenregistrées avant de laisser place à des questions-réponses avec les intervenants en live. Vous avez la possibilité d'interagir tout au long de ce webinaire, soit pendant les diffusions de vidéos, soit pendant les questions-réponses via le chat. Nous aurons l'occasion de détailler le contenu du sommet 4.0 par la suite. Donc nous sommes aujourd'hui dans la première session intitulée « Comment la pandémie de la Covid-19 révèle les leviers et les limites de la digitalisation de l'industrie ». Après un panorama de l'industrie française brossé par Philippe Darmaillan, président de l'UMM et président d'ArcelorMittal France, et un panorama brossé également par Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l'industrie, nous vous présenterons avec Fabien une vue systémique de l'industrie 4.0. Cette vue sous forme de cible sera d'ailleurs reprise et illustrée tout au long de ce sommet. Thomas Reverdy, maître de conférence en sociologie à Grenoble INP, puis Lucille Courana-Perrier, directrice de l'innovation et des nouveaux marchés du groupe Gérard Perrier Industrie ETI française, spécialisée dans les automatismes et équipements électriques, effectueront un retour d'expérience sur la place du numérique dans nos organisations au regard de la crise et évoqueront les nouveaux enjeux pour les industriels. Avant tout, je vous propose d'ouvrir les portes de ce premier sommet 4.0 digital en posant 2 questions sur ce sommet aux 2 représentants, parties prenantes de la chaire Transformation 4.0, Marie-Hélène Lebranchu, déléguée générale de l'UMM de l'Ain, et Daniel Brissot, directeur de Grenoble INP Génie Industriel. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au sommet 4.0, un sommet que nous co-organisons Grenoble INP, Génie Industriel et UMM de l'Ain. Pourquoi un sommet aujourd'hui? Parce que nous avons besoin d'échanger collectivement sur l'industrie du futur, l'industrie 4.0, l'industrie d'après la crise sanitaire. La crise actuelle remet l'industrie à une place centrale dans la société. Il y a eu une prise de conscience de l'utilité et de la technicité de l'industrie. Le grand public a trouvé un sens et une réalité concrète aux mots logistique et approvisionnement. Il s'est rendu compte que produire est une activité qui prend du temps, qui n'est pas instantanée, qu'un clic sur Internet ne suffit pas. Produire est une activité complexe qui nécessite des compétences. Enfin oui, l'industrie, ce sont des gens, des personnes qui produisent, qui livrent et qui sont indispensables à notre bien-être. En plus, l'industrie a montré aussi un côté plus humain. Tout le monde a pu apprécier son souci de préserver la santé de ses salariés, tout comme son agilité pour répondre à de nouveaux besoins qui s'exprimaient en direct pour les professionnels de santé, mais aussi pour la vie de tous les jours. Bref, regardons ensemble tout ça, sereinement, tirons-en les meilleurs enseignements possibles. C'est la raison d'être de notre sommet 4.0.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue au Sommet 4.0 organisé dans le cadre de notre chaire industrielle Transformation 4.0 qui a été créée par l'UMM de l'Ain et Grenoble INP. Ce Sommet 4.0 est le résultat du partenariat fort et de long terme entre l'UMM de l'Ain et Grenoble INP. Depuis le début de notre partenariat, il y a maintenant près de 10 ans, nous sommes encouragés par les retours extrêmement positifs des industriels, PME, grands groupes que nous soutenons dans leurs innovations et dans leurs recherches de développement. Cette année, le contexte a modifié les lignes et nous impose à tous de changer, de nous transformer, de nous dépasser pour surmonter cette crise. Nous sommes convaincus que le 4.0 et le digital vont aider l'industrie. Leur impact ne porte pas seulement sur les technologies elles-mêmes, et cette crise va marquer les écarts entre ceux qui se saisiront des nouvelles technologies, des nouvelles opportunités, et qui seront en mesure d'intégrer rapidement ces technologies et les nouvelles compétences qui sont liées, les nouvelles formes de travail, les nouveaux modes de coopération qui seront nécessaires. La crise Covid et ses impacts ont montré davantage l'intérêt du 4.0. Ces sujets sont largement soutenus par les dispositifs proposés par le gouvernement dans le cadre du plan de relance et aussi par les régions. L'UMM de l'Ain s'est organisé pour aider les entreprises à déposer leurs dossiers dans le cadre des dispositifs qui sont proposés, alors n'hésitez pas à nous solliciter pour vous aider. Cette crise demande aux industriels de maintenir le cap de la performance dans un environnement flou et incertain, et tout cela en maîtrisant leurs ressources. Cela se traduit déjà et cela se traduira par la révision de leur vision, par la transformation de leurs organisations. L'expérience du premier confinement nous montre que le digital est un véritable levier permettant aux industriels d'adapter leur modèle et leurs pratiques. Le digital et le 4.0 peuvent permettre de maintenir et de renforcer la place de notre tissu industriel dans le paysage mondial. Ce sommet est une des contributions pour aider le tissu industriel, grands groupes, ETI, PME, sous-traitants à relever ce défi et devenir plus agile, plus réactif, plus compétitif. Notre conviction est que le 4.0 et les innovations qui vont l'accompagner vont aider l'industrie à être plus performante et à traverser cette crise. Dans cette période, l'industrie montre qu'elle est responsable, qu'elle est au rendez-vous pour soutenir l'activité et garantir des conditions sanitaires qui permettent de maintenir l'activité économique et donc l'emploi. Il est donc très important au travers de ce sommet de soutenir les industriels, de faciliter les échanges, les partages d'expériences, de montrer que l'industrie poursuit son travail, de témoigner que l'industrie se mobilise pour innover et assurer les transformations qui sont nécessaires au fonctionnement du pays. Nous discutions il y a un an de la transformation des entreprises vers l'industrie du futur et nous analysions les caractéristiques de cette transformation. D'abord, une société qui réclame des produits et des services utiles, respectueux de l'environnement, personnalisés, qui répondent à ce que chacun veut. Des clients, des consommateurs, des utilisateurs, qui changent et qui revendiquent d'être partie prenante des innovations, en les co-réalisant parfois. Mais aussi des collaborateurs, qui veulent voir plus de sens à leur travail, du sens à leur entreprise, qui veulent voir que leur entreprise est moderne et responsable. Enfin, des organisations industrielles, chahutées par le numérique, des organisations à repenser, où les individus ont toute leur place. Que voit-on aujourd'hui avec la crise? La même chose en encore plus urgent. Une demande des industries encore plus utile et encore plus responsable, des collaborateurs qui ont besoin de trouver dans leur travail de plus en plus de sens pour contrebalancer l'éloignement physique de l'entreprise, des entreprises qui doivent être encore plus agiles et résilientes, qui veulent garder leurs collaborateurs. Voilà certaines des questions que nous allons aborder. Je voudrais remercier tous ceux qui ont accepté de participer et particulièrement, bien sûr, Philippe Darmaillan, président de l'UMM et président d'ArcelorMittal France, Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'industrie, Damien Abad, député de l'Ain, Xavier Breton, député de l'Ain, Stéphanie Pernot-Baudon, vice-présidente du conseil régional, et Jean Deguéry, président du conseil départemental. Je voudrais remercier aussi tous ceux qui ont accepté de témoigner, tous les industriels, les experts et tous ceux qui œuvrent à la réussite de notre chaire et à l'ancrage, au soutien et au développement de l'industrie.
C'est un beau message collectif que nous envoyons avant de lancer les thèmes abordés durant ces 5 journées. Bon sommet 4.0 à toutes et tous. On se retrouve jeudi soir pour tirer ensemble les bonnes idées de la semaine. En attendant, appréciez les présentations, les témoignages de nos experts, posez-leur vos questions, n'hésitez pas. Passez une bonne semaine en notre compagnie. Bonsoir, je suis Fabien Monjeune et je suis enseignant-chercheur au sein de Grenoble INP. Nous vous proposons maintenant d'écouter Philippe Darmaillan, président de l'UMM national. Bien, bonjour à tous. Vous vivez tous, comme moi, comme nous, une période de confinement renouvelé qui est à la fois difficile mais très différente de la première fois. La première fois, finalement, toutes nos industries se sont arrêtées. Elles se sont arrêtées par crainte du virus, elles sont arrêtées parce que nous n'étions pas prêts. Dans ce nouveau confinement, les entreprises sont prêtes. Les entreprises sont prêtes et on réfléchit à comment fonctionner dans un environnement qui n'est pas notre environnement habituel. Et le 4.0, ce que j'appelle l'industrie du futur, l'impact du digital a été complètement clé parce qu'il nous a permis finalement de repositionner notre relation à la fois au travail, à la fois dans l'entreprise, mais aussi avec l'extérieur. On dit que beaucoup des commerçants ont souffert énormément. Ceux qui ont le moins souffert, ce sont ceux qui ont pris la peine de faire leur site internet, renouveler leur relation avec le client, faire du click and collect. Et donc qui ont pensé complètement leur business dans un contexte 4.0. Et la meilleure preuve que ça a marché, c'est que nous sommes en train de lancer avec la ministre de l'Industrie une action dans le cadre du plan de relance sur le digital qui permet à des PME, des TPE de se faire financer leur outil informatique et qu'on a eu en quelques semaines de l'ordre de 3 000 à 5 000 demandes. Et donc c'est très fort. Le fait d'utiliser ces nouveaux outils a été une révélation. Alors c'est une révélation qu'on aurait pu avoir avant, peut-être qu'on n'a pas été assez fort pour pousser, qu'il y avait effectivement tout un enjeu de progrès, mais clairement le fait d'être confiné, le fait d'avoir comme ça des barrières de transport, des barrières qui s'imposent, fait que ça nous oblige à repenser notre vie professionnelle. À l'intérieur de l'entreprise, c'est exactement la même chose. Le télétravail a été à la fois le meilleur et la pire des choses, c'est-à-dire que tous nos cadres, nos techniciens sont retrouvés, ou nos agents services administratifs se sont retrouvés en télétravail, et ça nous amène à repenser totalement la relation de confiance qu'on a avec eux, puisque toutes les relations, les modes de gestion normaux n'existent plus, on ne voit plus les gars. Et donc, il faut d'une certaine façon se remettre au point. Alors ça peut passer par des conférences du matin ou une fois par semaine, ça peut passer par aujourd'hui plutôt des retours à l'entreprise un jour par semaine ou des choses comme ça, pour maintenir le lien social. Mais on a quand même vu une efficacité de ce travail qui est phénoménale et dans lequel nous n'en ressortirons pas indemnes. Et il va bien évidemment falloir que le télétravail devienne maintenant un moyen d'organisation comme un autre et sur lequel on va pouvoir essayer de travailler. Et on réussira, si le but n'est pas d'économiser des mètres carrés, mais bien d'améliorer l'efficacité de la relation. Donc je crois vraiment que le 4.0 a pu s'améliorer de façon très importante grâce à la crise. Alors le problème qu'on a à gérer maintenant, c'est l'extrême diversité des réactions que nous avons les uns et les autres par rapport à cela. Et vous avez, pour être deux extrêmes, ceux qui, par exemple sur le télétravail, ne veulent pas en entendre parler, et puis de l'autre, un certain nombre de startups qui ne fonctionnent plus que comme cela, 100%, l'ensemble de la société. Et ça marche. Et donc, il va d'une certaine façon falloir que ça se décante, et c'est un peu le rôle que l'UMM s'est fixé, de créer des instances de dialogue social, à la fois au niveau de l'UMM elle-même et puis dans chacune des chambres territoriales, pour que ce débat ait lieu, ce débat se structure et que on ait des actions sur la performance, sur l'organisation,
qui viennent se marier avec la force habituelle de l'UMM en matière de droit social. Tout ça, c'est lié. Ce qui nous importe, c'est la performance de l'entreprise et c'est de répondre au marché, de répondre à l'activité. Lyoté dit tout le temps, et c'est sur la statue devant laquelle je passe tous les matins, la joie de l'âme est dans l'action. Eh bien, c'est un peu là-dessus que l'UMM veut pousser, qui est remettons-nous en cause. Le confinement doit permettre cela, et nous en avons les outils grâce au 4.0. Voilà, merci et bon courage. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne peux malheureusement pas participer directement au sommet 4.0, mais je tenais à m'adresser à vous sur ce sujet important. Je tiens à remercier tout particulièrement l'UIMM de l'Ain et l'Institut Polytechnique de Grenoble pour l'organisation de cet événement. Depuis 3 ans, nous nous sommes battus au gouvernement pour faire de la France la première destination européenne pour les investissements étrangers en matière d'industrie et de R&D. Et nous y sommes arrivés. Pourtant, notre industrie reste sous-équipée en robots. On y recense 154 robots pour 10 000 employés, soit 2 fois moins qu'en Allemagne et 5 fois moins qu'en Corée. La crise que nous traversons ne fait que renforcer l'urgence de la modernisation de notre appareil productif. Face aux défis de notre souveraineté, de la localisation de la production industrielle sur nos territoires et de l'emploi de nos concitoyens, nous n'avons plus le temps d'hésiter. Le monde ne nous attendra pas. Nous devons permettre à toutes nos entreprises, quelle que soit leur taille, de basculer dans l'industrie 4.0 et de moderniser leur outil de production. L'industrie 4.0 ouvre une nouvelle ère industrielle. Elle apporte des bénéfices concrets aux entreprises, à commencer par une nette amélioration de la productivité permettant jusqu'à 30% de gains de compétitivité. Elle permet aussi une amélioration sensible des conditions de travail. L'usine du futur, c'est une machine d'analyse de données qui crée de la valeur pour les clients. Traçabilité, qualité, sécurité, nouveaux services également. Elle permet la production rapide de petites séries en restant compétitif et de se positionner sur des marchés partout dans le monde. Avec le plan de relance, nous avons pour ambition de soutenir et d'accélérer cette révolution industrielle dans les entreprises de toute taille. L'erreur serait de croire que l'industrie 4.0 ne concerne que les grands groupes, bien au contraire. C'est pourquoi France Relance prévoit 900 millions d'euros pour la modernisation des PME et des ETI, notamment dans les filières industrielles les plus touchées. Toujours concernant les PME, les entreprises de taille intermédiaire, nous avons mis en place une aide au conseil avec un financement de 10 000 diagnostics numériques d'ici fin 2022, ainsi qu'une subvention à l'investissement pour les équipements les plus modernes qui se poursuivra les années suivantes, mais pour lequel, jusqu'à fin 2020, nous pourrons verser un taux de soutien de 40%. Ces outils sont à la portée de tous et notre objectif est que vous vous mobilisiez pour vous en saisir rapidement. L'industrie 4.0 doit servir de matrice à la transformation économique de notre pays. Grâce à ces procédés innovants, elle permettra la création et la relocalisation d'activités dans nos territoires, avec les emplois pérennes qui vont avec. Elle permettra des circuits plus courts et moins émetteurs de carbone. Enfin, j'aimerais insister sur le fait que toutes ces transformations doivent amener plus de cohésion et plus d'inclusion. Il ne s'agit pas qu'il y ait des laissés-pour-compte de l'industrie 4.0. Et c'est pourquoi il nous faut former dès aujourd'hui les opérateurs, les techniciens, les ingénieurs, des hommes et des femmes qui mettront en place l'industrie 4.0. Il y a là un enjeu décisif en termes de formation et de capital humain. Ne nous y trompons pas, l'industrie 4.0 n'est pas une option. Si la France veut rester un pays qui produit, elle doit en prendre le tournant. Et pour y arriver, nous allons avoir besoin de toutes les parties prenantes. L'État, bien sûr, mais également les régions, les représentants de l'industrie, les élus locaux, les entreprises et nos partenaires européens. Je suis certaine que les discussions et débats que vous aurez aujourd'hui y aideront. Je vous souhaite donc un très bon sommet 4.0. Je vous remercie. L'UMM de l'Ain et Grenoble INP travaillent ensemble depuis près de 10 ans maintenant. Nous souhaitions faire un bref retour dans le temps et vous montrer un panel des actions qui ont été réalisées.
Bonjour à tous, je m'appelle Emmanuelle Perret, je travaille sur les questions d'innovation et de performance industrielle pour l'UMM de l'Ain. Je suis également co-titulaire de la chaire Transformation 4.0, donc chaire qui est co-détenue par l'UMM de l'Ain et par Grenoble INP. En effet, cette chaire est le fruit donc d'une collaboration entre les deux partenaires de plus de 10 ans. En 2011, l'UMM de l'Ain avait mené une enquête qu'elle avait confiée au cabinet Ambroise Bouteille sur les besoins des industriels du territoire et il en était ressorti qu'à 75%, les industriels demandaient du soutien sur les sujets d'innovation, ce qui avait donc poussé l'UMM de l'Ain à se rapprocher de Grenoble INP. Plusieurs actions ont été menées alors entre les partenaires et en 2013 est né un dispositif qui s'intitule Avenir Industrie, visant en fait à créer les conditions de l'innovation en travaillant sur les notions de performance industrielle des entreprises du territoire. Ce dispositif a été mis en place avec Grenoble INP, également avec d'autres grandes écoles comme l'EM Lyon, l'INSA Lyon et également la Haute École Arc de Neuchâtel, donc en Suisse. Ces collaborations ont ensuite abouti en 2017 à la création de la chaire Transformation 4.0. Bonjour à tous, je suis Fabien Mongione de Grenoble INP Génie Industriel. Suite à ces expériences fructueuses, l'UMM de l'Ain et Grenoble INP Génie Industriel ont décidé d'aller plus loin dans ce partenariat. Et devant l'éclosion de l'industrie 4.0, il devenait naturel d'aider les PME à prendre ce train et de former les étudiants. Pour cela, les deux entités ont monté un projet de chaire sur 3 ans portant sur la transformation 4.0 des PME. Ce webinaire, comme toutes les autres initiatives, en sont donc les fruits. L'objectif global du projet est de soutenir et d'accompagner les entreprises dans leur transformation en optimisant les synergies et en renforçant le partenariat entre les deux parties prenantes dans une dynamique recherche, industrie, enseignement. En début de projet, nous avions identifié 5 enjeux majeurs sur lesquels porter notre attention et que nous avons gardés tout au long du projet. La transformation de la valeur, de sa capture, son anticipation, l'adéquation entre les demandes et les besoins, le système organisationnel, son pilotage et son contrôle, la maîtrise des briques technologiques, la gestion individuelle et collective des hommes, et enfin, la soutenabilité et la qualité de vie au travail. Afin d'offrir des solutions 4.0 concrètes aux entreprises et d'intégrer les défis de l'industrie 4.0 dans les formations, les 4 axes suivants ont été définis. Le développement d'une feuille de route de la transformation 4.0 pour les PME et leur accompagnement, l'exploration des briques technologiques à fort potentiel et le partage de la veille technologique, l'intégration des défis de l'industrie 4.0 dans les formations, l'accroissement des échanges et des synergies entre industriels et académiques grâce aux différents partenariats. Le travail sur l'ensemble de ces actes permet ainsi d'accélérer la transition et de soutenir la compétitivité des industries du territoire. Les actions menées par la chaire Transformation 4.0 sont multiples et variées et vont répondre aux objectifs à la fois des industriels et de Grenoble INP. Par exemple, la chaire va produire des modules de formation en lien avec les sujets de l'industrie 4.0. Également, la chaire a produit un diagnostic 4.0 qui permet aux entreprises de s'étalonner sur le sujet de l'industrie 4.0. Nous menons également des focus technologiques, donc il s'agit d'explorer une technologie comme par exemple les IoT, d'en découvrir le potentiel en partenariat avec un industriel pour qu'il puisse directement exploiter dans sa production les résultats obtenus. Nous travaillons également sur des études de cas qui ensuite sont délivrées auprès des étudiants. Nous travaillons également sur des rencontres comme celle du sommet 4.0 ou comme celle des journées de développement industriel que nous avons pu organiser par le passé. Dans le cadre de la chaire Transformation 4.0 et également de la vision de l'industrie 4.0 que nous portons, nous avons élaboré un modèle qui puisse permettre
aux entreprises de se questionner et d'évaluer l'impact que l'industrie 4.0 a sur leur organisation. Ce modèle se traduit en fait par une cible au centre de laquelle nous allons trouver les hommes. Les hommes qui se situent dans un environnement 4.0 qui bouge sans cesse, qui évolue sans cesse, donc avec des enjeux humains pour les entreprises très forts, des enjeux aujourd'hui en termes de gestion dynamique des compétences, mais des enjeux également en termes de développement d'autonomie des personnes. On va retrouver aussi des enjeux au niveau de l'amélioration du travail des collaborateurs et également des enjeux bien entendu managériaux. Tout cela implique à l'entreprise de se questionner aussi sur la position stratégique de la fonction RH au sein de l'entreprise, sans oublier bien sûr au-delà de l'homme tout seul, c'est aussi l'ensemble des collaborateurs, donc cette question cruciale de la notion d'intelligence collective, puisque l'industrie 4.0 est une industrie flexible, agile et qui demande cette même agilité aux hommes, donc qui demande une forte capacité d'adaptation et le déploiement de l'intelligence collective en transverse et dans tous les services de l'entreprise. L'industrie 4.0 a également des impacts importants sur le business model, amenant finalement à se poser la question qu'est-ce que vend l'entreprise aujourd'hui? Là où hier l'entreprise pouvait vendre un produit, aujourd'hui la valeur ajoutée perçue en tout cas par le client va être davantage sur la notion de service, donc bousculant complètement le business model sur lequel l'entreprise avait pu se construire jusqu'alors. La notion également d'accès au client est une notion revisitée puisque il faut vraiment se poser la question de qui est mon client aujourd'hui? Est-ce que je dois travailler avec l'acheteur? Est-ce que je dois travailler davantage avec le bureau d'études? Pour ne citer que cet exemple-là, sans bien sûr oublier les accès complètement dématérialisés aux clients dont on peut bénéficier aujourd'hui. Les technologies offertes par l'industrie du futur s'appliquent aussi, bien évidemment, à la manière de concevoir les produits ou les services ou l'ensemble produits-services pour aller vers ce que l'on nomme le bureau d'études du futur traditionnellement. Et donc, un des enjeux est aussi d'évaluer le processus de conception des entreprises dans ce cadre. Et bien évidemment, la chaîne de valeur va être profondément remaniée par l'apport des nouvelles technologies sur l'ensemble de ces activités, que ce soit sur la planification de la supply chain, sur la logistique, sur l'approvisionnement, sur la gestion des stocks, sur la production. Et tout ça va être managé de manière totalement différente. Cette cible nous invite également à nous poser la question sur le sujet qui est devenu, avec la pandémie, crucial, qui est celui donc de la durabilité des questions au sens large écologique et environnementale. La question que l'entreprise doit se poser, c'est comment elle développe une chaîne de valeur vertueuse d'un point de vue écologique, c'est-à-dire comment adapter l'ensemble de ses procédés, de ses process, mais également des produits. Donc on a eu des annonces dernièrement qui ont pu illustrer ce point, comme par exemple le dernier aéronef proposé donc, sur la partie aéronautique fonctionnant à hydrogène, ou encore l'acier zéro carbone à horizon 2050, et ainsi de suite. L'entreprise n'étant pas seule, il était nécessaire aussi de traiter les liens qu'elle tisse avec son environnement dans le cadre de cette chaire. Donc, un des enjeux dans l'industrie 4.0, c'est aussi le changement des pratiques collaboratives entre les partenaires de l'entreprise, que ce soit ses clients, ses fournisseurs, mais aussi l'ensemble du marché dans lequel elle intervient. L'ensemble des réglementations est aussi dans une transformation en constante accélération et il devient donc crucial de pouvoir toujours se positionner de manière efficiente. Un des enjeux de la chaire Transformation 4.0 a été de formaliser le lien entre les activités de l'entreprise que nous venons de vous présenter,
et son environnement d'une part, et les technologies dites de l'industrie 4.0 d'autre part. L'objectif de ce webinaire est de montrer les bénéfices des technologies de l'industrie 4.0 en période de crise, et ce sur l'ensemble des activités précédemment présentées. Le programme du séminaire suit notre vision qui va de l'homme à l'environnement de l'entreprise. L'objet est donc de mettre en regard l'ensemble des enjeux présentés précédemment et ceux liés à la crise de la Covid-19 qui nous touche depuis le début de l'année. Nous commençons donc aujourd'hui par faire un retour d'expérience sur les événements du printemps. Puis, nous aborderons l'évolution des métiers qui sont en cours de transformation. Ensuite, nous regarderons l'adaptabilité de la chaîne de valeur en temps de crise et le rôle que peuvent prendre les nouvelles technologies. Enfin, nous traiterons des nouveaux acteurs qui ont été mis en exergue suite aux événements du printemps. Nous vous remercions et nous vous souhaitons un excellent sommet 4.0 2020. Après ces présentations plutôt macro et conceptuelles, nous vous proposons désormais de plonger au cœur de l'industrie et d'effectuer en vidéo un retour terrain avec Thomas Reverdy, donc maître de conférence en sociologie à Grenoble INP, puis Lucille Courana-Perrier, directrice de l'innovation et des nouveaux marchés du groupe Gérard Perrier Industrie, donc ETI française, spécialisée dans les automatismes et équipements électriques. Tous deux nous feront un retour d'expérience terrain de la période que nous vivons et en quoi l'industrie 4.0 peut être un levier de performance et à quelles conditions. Donc, bonjour, je suis Thomas Reverdy, donc enseignant-chercheur en sociologie à Grenoble INP Génie industriel. Et je vais vous présenter quelques résultats d'une enquête auprès d'industriels à propos des effets de la crise de la Covid-19 sur leur organisation. Et je proposerai donc surtout d'insister sur le lien entre une autre transformation à long terme que connaissent les entreprises industrielles, qui est la digitalisation. Donc, en quelques jours, les exigences de confinement ont remis en question une règle jusqu'alors peu questionnée, qui était le fait de devoir se déplacer sur le lieu de travail. Le télétravail s'est imposé comme la solution pour la continuité d'activité et les flux numériques ont remplacé la mobilité physique des personnes. On peut dire que la crise du Covid-19 a été une sorte d'expérimentation forcée d'une nouvelle répartition entre les activités réalisées à distance, médiées par la communication numérique, et celles qui exigent une présence physique sur le lieu de travail. Bien sûr, cette expérience est à prendre avec du recul, dans la mesure où elle a été brutale, parfois, évidemment non préparée, sans beaucoup d'accompagnement, mais en même temps avec une forte mobilisation des salariés pour conduire des changements, une forte acceptation aussi du fait de l'enjeu sanitaire. Quelles sont les particularités de l'industrie dans ce contexte? Existe-t-il des leçons spécifiques à tirer? Je vais défendre ici l'idée que l'industrie, c'est le rapport à la matérialité. C'est-à-dire l'industrie, elle est faite de procédés qui transforment la matière. Et ce rapport à la matérialité ne se numérise pas facilement. Ou du moins, cette numérisation ou cette digitalisation, elle est différente que dans l'activité financière, par exemple, ou le marketing, qui sont des activités qui sont, on pourrait dire, plus immatérielles. Enfin, qui sont immatérielles. Dans la logistique et l'industrie, le basculement vers le télétravail a été partiel, donc parce que l'activité n'est pas totalement déplaçable, digitalisable, réalisable à distance. Alors, quels sont les deux enseignements qu'on peut tirer de la crise? Il y a un premier enseignement qui est à propos de la façon dont les outils numériques rendent visible ou rendent invisible l'activité réelle. Donc, c'est premier point, l'activité réelle n'est pas entièrement codifiable par les outils numériques. Et deuxième point que l'on va aborder, comment la crise et la digitalisation ont mis à l'épreuve le lien social dans l'entreprise. Et en particulier, le lien entre ceux qui ont dû revenir sur les sites, travailler sur les sites, et puis ceux qui ont conservé ou qui sont restés à distance. Alors, donc le premier point, à propos de cette activité, cette dimension visibilité de l'activité par les outils numériques. Donc, la spécificité de l'industrie et de la logistique, c'est que ce sont des activités qui sont
en prise directe avec la matière, donc les process, les produits, les machines. Et évidemment, ces activités sont matérielles, mais elles sont aussi très humaines, hein. Tout n'est pas automatisé. D'ailleurs, quand les procédés sont très automatisés, il y a encore beaucoup d'interventions humaines pour gérer les défaillances techniques et les erreurs. Donc, faute de pouvoir tout automatiser, les entreprises ont cherché des moyens donc, pour intégrer les activités non automatisées dans l'environnement numérique. C'est ce qu'on appelle dans l'industrie 4.0 le concept de jumeau numérique, hein, qui désigne tous les outils informatiques qui sont censés décrire fidèlement, sous un format numérique, la réalité matérielle de l'usine. Donc, les activités humaines ne sont pas remplacées complètement par les machines, mais elles sont encapsulées de plus en plus dans un système numérique. Et donc, grâce à cette encapsulation, on peut bénéficier de beaucoup d'avantages des outils numériques, comme le pilotage à distance, l'optimisation, pourquoi pas le big data. Et cette encapsulation a des effets importants en termes de visibilité de l'activité, dans la mesure où elle rend visible ce qui est codifiable ou invisible ce qui ne l'est pas. Donc, lors de la crise du Covid-19, la désorganisation des entreprises et des flux a remis en question un petit peu cette encapsulation. Elle a mis en évidence aussi des réalités de terrain qui étaient devenues invisibles. Par exemple, quand vous êtes logisticien, vous pilotez des flux de produits. Souvent, vous intervenez par l'intermédiaire d'interfaces numériques. Finalement, la réalité matérielle de ce qui se passe à distance vous importe pas énormément. Par contre, lors de la crise de Covid-19, évidemment, cette réalité matérielle de ce qui peut se passer, par exemple, quand les camions sont retrouvés bloqués aux frontières ou quand des bateaux n'ont pas pu accoster, eh bien, il a fallu se préoccuper d'activités qui souvent ne sont pas visibles, qui sont suivies très à distance par les outils numériques. Voilà, bon, c'est une illustration, mais qui montre que la désorganisation des flux, eh bien, peut créer une sorte de sidération, hein, pour ceux qui les pilotent, non pas du fait d'une réaction psychologique, mais du fait que les événements, les activités échappent au câblage habituel des flux d'informations. Donc, ça a eu deux conséquences, évidemment. D'un côté, eh bien, ceux qui étaient sur le terrain en face, je dirais en relation directe avec ces événements ou ces situations, eh bien, ont dû apprendre à se débrouiller et ça a rendu évidemment leur activité encore moins lisible pour ceux qui pilotent à distance. Mais en même temps, les entreprises, les groupes industriels ont investi et développé de nouveaux circuits d'information pour pouvoir accéder un peu mieux à ce qui pouvait se passer sur le terrain, par exemple, à arriver à avoir une meilleure compréhension de ce qui pouvait se passer dans les usines en termes de capacité de production et donc de pouvoir mieux coordonner les flux et prendre des décisions adaptées. Voilà, donc finalement, adaptés à la gestion de crise, les outils numériques permettent d'identifier les perturbations, leur propagation potentielle, donc dans ces chaînes logistiques globalisées. Alors, deuxième point que je voulais traiter, donc la relation entre ceux qui sont sur les sites et puis ceux qui peuvent travailler à distance. Donc, la crise du Covid-19 a pu mettre en évidence, enfin, a eu un petit peu comme effet d'accentuer la distance entre ces deux catégories. C'est-à-dire que entre finalement ceux qui ont dû rester sur les sites, ceux qui continuaient à intervenir dans l'activité, pour lequel le travail était très fortement perturbé, évidemment, par les exigences sanitaires, les règles barrières, mais qui devaient quand même malgré tout poursuivre leur activité. Puis ceux qui sont retrouvés parfois à piloter cette activité ou travailler ou à contrôler cette activité plus à distance par l'intermédiaire des outils numériques. Et effectivement, beaucoup de témoignages que nous avons recueillis évoquent cette forme de clivage, hein, en tout cas cette réactivation d'un clivage qui finalement est latent dans les activités industrielles et l'expérience ou en tout cas un sentiment d'accroissement de la distance sociale. Hein. Ceux qui étaient sur le terrain ont utilisé par exemple des expressions de chair à canon, premier de corvée, enfin on a tous un petit peu entendu ces termes-là. Hein, les cols bleus pouvaient se percevoir comme plus exposés que les autres à la pandémie. Alors, ce que je voulais montrer par là, c'est aussi les systèmes d'information, les outils numériques facilitent de plus en plus le contrôle des activités sur les sites et peuvent aussi aggraver ce sentiment ou en tout cas
cette distance entre ceux qui sont sur le terrain et puis ceux qui pilotent à distance. Voilà, et surtout si évidemment ceux qui pilotent à distance ne viennent plus voir ce qui se passe concrètement sur le terrain et interagir avec les équipes. Point complémentaire, je dirais, sur ce deuxième point, effectivement, une autre difficulté, c'est que la crise a entraîné plusieurs barrières sur les sites, beaucoup moins de mobilité des personnes, et donc a évidemment très fortement affecté aussi tous les rituels de convivialité. Et en fait, ces rituels de convivialité participent beaucoup sur les sites à atténuer la distance sociale. Alors heureusement, hein, beaucoup ont fait l'effort de prendre des nouvelles. Et effectivement, la situation de crise se prêtait bien aussi à ça, hein, prendre des nouvelles un petit peu des uns et des autres, puisque toute la vie personnelle des uns et des autres elle se retrouvait perturbée. Et ça a beaucoup, bien sûr, contribué à maintenir ce sentiment d'attention aux autres et cette convivialité. Voilà, donc un point important, attention, on a à la fois, enfin, on voit, en tout cas, on voit bien apparaître ce risque dans cette crise d'une plus grande distance sociale. Hein. Il y a le mot distanciation sociale souvent a été mal utilisé, hein, puisqu'en fait les mesures barrières relèvent beaucoup plus de la distanciation physique. Hein. Bien, juste donc pour terminer et pour conclure, donc on peut dire que la crise du Covid-19 a révélé les potentialités de la digitalisation de l'industrie en termes de télétravail, de pilotage à distance des flux. Elle a mis en évidence aussi des risques de décalage entre l'activité réelle et puis l'activité codifiée, hein, les risques qui sont créés par l'invisibilité de l'activité réelle. Effectivement, on voit bien, en tout cas, avec le durcissement des exigences sanitaires, que il va falloir peut-être à nouveau redécaler ou redévelopper le télétravail. On voit bien un petit peu les risques que j'ai pu évoquer de cette plus grande distance dans l'organisation de travail. Donc, et en même temps, on voit bien que tout ça est une leçon intéressante pour la digitalisation. Hein. On voit bien les risques pour la digitalisation que j'évoquais, hein, donc cette forme d'invisibilisation du travail réel, et puis le risque d'une plus grande distanciation sociale, hein, donc, et surtout entre ceux qui composent avec les objets matériels et puis les autres salariés. Voilà, je vous remercie de votre attention. Anna Perrier, je suis directrice donc, de l'innovation et des nouveaux marchés chez Gérard Perrier Industrie, qui est une ETI familiale dont le siège est à Lyon, enfin à Lyon-Saint-Exupéry, près de l'aéroport. Et on est spécialisé dans le génie électrique industriel et plus généralement tout ce qui touche autour de l'électricité pour le monde industriel. Donc ça inclut les automatismes, l'électronique, l'instrumentation, mais aussi l'informatique industrielle. Alors, je dirais que nous, la crise actuelle ne nous a ni vraiment freiné, ni accéléré dans cette démarche-là, mais nous a en quelque sorte plutôt conforté dans nos choix à ce niveau-là, donc tout ce qui touche à la dynamique innovation, industrie 4.0, et notamment toutes nos activités dans la digitalisation industrielle. En effet, ce sont des sujets sur lesquels le groupe travaille depuis déjà plusieurs années, mais ils ont été en quelque sorte officialisés cette année, au 1er janvier, puisqu'on a décidé de créer une business unit dédiée à ces sujets-là, qui s'appelle GP Innovation, et qui inclut notamment Dative. Et Dative, c'est une start-up, en fait, qu'on a incorporée donc, au 1er janvier de cette année, et qui se spécialise vraiment sur les sujets de digitalisation industrielle. Donc, Dative est divisée en 2 équipes, une équipe de développeurs qui crée et qui déploie des logiciels dédiés à l'industrie, et une équipe d'experts en cybersécurité industrielle. Pour revenir sur la question de la crise, on pourrait penser qu'effectivement, incorporer une nouvelle société au 1er janvier de cette année, c'est un petit peu compliqué, étant donné les mois qui ont suivi. Ceci étant, cette période un peu plus calme, entre guillemets, nous a permis vraiment de finaliser les premières solutions de Dative, de renforcer l'équipe, puisqu'on recrute beaucoup de développeurs qui sont des compétences pas faciles à trouver, et je dirais qu'elles sont peut-être un petit peu moins difficiles à recruter en ce moment.
Donc, ça nous a permis voilà, aussi de lancer des partenariats. Et je dirais que globalement, ça ne nous a pas empêché de signer des premiers contrats, donc de trouver en quelque sorte les premiers clients de Dativ, que ce soit au sein des clients actuels du groupe ou à l'extérieur. Globalement, je dirais que nos solutions n'ont pas été remises en question. Et on pourrait même dire en quelque sorte que la crise valide encore plus l'intérêt de ce type de solution. Pour vous donner une idée, Dativ travaille sur 2 types de produits, des produits de monitoring industriel et des produits de gestion de flotte d'équipements industriels. Donc, dans les 2 cas, il s'agit de faire remonter, de décoder, d'analyser, de restituer des données stratégiques, qu'il s'agisse de consommation énergétique, de données de process ou encore d'utilisation d'équipements, de la supervision à distance. Et dans un contexte comme celui-là, ces outils étaient, je dirais que leur utilité était d'autant plus renforcée par le contexte. Alors nous, clairement, c'est quelque chose qui est au cœur de notre stratégie. Encore faut-il définir Industrie 4.0 parce que c'est vrai que c'est un terme qu'on emploie, qu'on utilise, qu'on entend beaucoup. Moi, je le définis en quelque sorte comme vraiment la digitalisation de fond et de manière générale l'interconnexion à la fois des sites et des équipements industriels. Ça inclut aussi tout ce qui est nouvelles technologies de production et puis également tout le potentiel que représente aujourd'hui l'exploitation des données. Donc voilà, ceci étant dit, nous, le groupe GPI, nous sommes un intégrateur. Donc on est une entreprise avant tout de services. On est au cœur de tout ce qui touche à la performance et aux contraintes industrielles. Et donc, c'était vraiment très, très important pour nous, depuis déjà pas mal d'années, de se positionner sur cet axe 4.0, ne serait-ce que pour nous permettre de proposer des services connectés qu'on considère comme étant complémentaires du cœur de métier du groupe. Ceci étant, voilà, il n'y a pas que la dimension client. Pour nous, tout ce qui touche à l'innovation et à ce qu'on peut appeler le 4.0 a réellement 2 dimensions. Une dimension donc offre, effectivement, client, c'est-à-dire proposer des nouveaux produits, des nouveaux services, modèles, essayer de pénétrer des nouveaux marchés ou de nouveaux clients. Donc ça, c'est la dimension que je vous ai un petit peu présentée avec Dativ. Mais il y a aussi une dimension interne qui est très importante pour nous, surtout étant voilà, le fait qu'on soit une entreprise de service, rend cette dimension interne, touchant un peu plus à nos modes de travail, à nos façons de travailler, encore plus importante. Donc, ça veut dire, voilà, il faut qu'on mette en place les process, les structures qui nous permettront de faire émerger ces nouvelles offres, mais aussi qui nous rendront suffisamment agiles, je dirais, pour mettre en œuvre ces offres-là et pour être en quelque sorte des exemples de ce qu'on peut appeler les nouvelles technologies d'assistance sur le terrain, les nouveaux types de réalité virtuelle, réalité augmentée. Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on connaît bien parce qu'avant même de les proposer à nos clients, on essaye entre guillemets, de se les appliquer à nous-mêmes et d'être nous-mêmes 4.0 dans nos façons de travailler. Alors, donc, sanitaire, effectivement, même si c'est un enjeu majeur, on considère, on espère que ça restera quelque chose de temporaire. Donc, on s'est adapté, je dirais, comme tout le monde. Donc, j'ai rien de très spécial à dire sur le sujet. Par contre, un enjeu qui est réellement très important pour le groupe et qui n'est pas nouveau, qui est pour nous réellement stratégique depuis presque les débuts du groupe, c'est vraiment l'enjeu humain, notamment en termes de compétences. Et donc, je voulais aborder 3 exemples pour illustrer un petit peu la façon dont on s'adapte à ces enjeux. Donc, c'est des exemples qui sont indépendants de la crise, mais qu'on a tâché de continuer, quel que soit le contexte. Donc, le premier exemple, c'est la formation. La formation, c'est quelque chose de réellement très, très important, très stratégique pour le groupe GPI. Ça se manifeste de différentes manières. On a plusieurs centres de formation. On a un centre de formation dédié au métier du nucléaire, de l'industrie nucléaire, qui s'appelle l'ANTA, l'Académie du nucléaire et des techniques appliquées, qui est maintenant en service depuis déjà plusieurs années. Ce modèle ayant tellement bien fonctionné dans le nucléaire, on a tâché de le répliquer au niveau du groupe. Donc, on a lancé d'ailleurs en plein Covid l'école GPI, qui sur le même modèle va avoir vocation à former des électriciens, des chefs de chantier, c'est-à-dire des compétences réellement clés, réellement cœur de métier pour nous et qu'on a beaucoup de mal à trouver. Donc, on a décidé de former de nouveaux profils pour pouvoir ensuite les intégrer au niveau du groupe. Donc, voilà, pour revenir au cas de la crise, cette école a été lancée là au mois de septembre. Donc, quel que soit le contexte, on a quand même lancé la première promo. Et puis, le 3e axe, c'est un petit peu la formation plus commerciale / managériale, c'est-à-dire qu'on a un MBA interne qui a pour vocation de former les profils à haut potentiel au sein du groupe, que ce soit des chargés de clientèle ou des futurs chargés de clientèle,
en leur apportant des compétences un peu plus marketing, management, droit, etc., qu'ils n'avaient pas forcément, hein, puisque au sein du groupe, on a surtout des métiers très techniques. Hein. On est un groupe technique, donc il s'agissait juste d'apporter cette couche, je dirais, supplémentaire à certaines de nos compétences en interne. Donc, voilà pour la formation. Le deuxième exemple, c'est les experts. Alors, les experts, c'est vraiment une équipe qui fait partie du pôle innovation de GPI, d'ailleurs, dont je m'occupe. Et c'est en quelque sorte une cellule de R&D interne ou une équipe de consultants techniques internes. Et là aussi, je dirais que c'est une façon pour nous de nous adapter à ces enjeux humains, puisqu'on est un groupe très décentralisé. Chaque filiale est très autonome sur son cœur de métier. Donc, les experts ont pour vocation de développer des nouvelles compétences qui viennent en quelque sorte complémenter celles de nos filiales. Donc, on va être plutôt sur des compétences très spécifiques dans des domaines de pointe. Par exemple, la maintenance haute tension, l'efficacité énergétique, la sécurité machine, entre autres. Et voilà, donc cette équipe est pour nous aussi un beau succès depuis maintenant 5 ans pour apporter de nouvelles compétences au groupe et nous permettre de renforcer nos offres dans toutes les filiales. Et le dernier exemple que je voulais aborder, c'est la Cross Team ou équipe transverse. Et là aussi, c'est une entité de GPI Innovation qu'on a lancée en ce début d'année et qui a en quelque sorte pour vocation d'accélérer ou d'améliorer les échanges entre les différentes sociétés du groupe, afin justement d'assurer un meilleur impact de tout ce qui est démarche innovation, démarche 4.0. Donc, chaque société, en fait, a nommé un représentant pour la Cross Team. Et l'idée est que cette équipe se réunisse, donc tous ensemble, une fois par mois. Alors là, par contre, pour le coup, on a souffert, malgré tout, de la crise, puisque ce type d'équipe nécessite, je dirais, des échanges en direct. On a essayé de compenser avec des outils collaboratifs, en ligne notamment, mais ça ne remplace pas réellement des activités de brainstorming qu'on aurait pu avoir autrement. Donc là, c'est vrai que pour la Cross Team, on attend avec impatience le déconfinement et le fait de pouvoir se réunir à nouveau. Alors, sur la partie écologique, je dirais que c'est à la fois, c'est pas quelque chose sur lequel on travaille consciemment, j'ai envie de dire, parce qu'on n'a pas vraiment, voilà, on n'a pas vraiment de RSE aujourd'hui au niveau du groupe. Et pourtant, ça fait partie de notre cœur de métier, puisque comme je le disais, au niveau des experts, on a plusieurs experts en efficacité énergétique. Et même au niveau de Dative, le produit qu'on commercialise le plus aujourd'hui, c'est finalement un monitoring énergie. Bon, la vocation première n'est pas écologique. La vocation, c'est d'arriver à avoir une meilleure performance énergétique des sites industriels. Mais donc, indirectement, forcément, ça a un impact écologique. Et c'est quelque chose dont on a conscience et dont on est fier. Et c'est pour ça qu'on essaye de déployer ce type de solution aussi largement que possible. Et à part ça, voilà, dans le cadre de cette expertise efficacité énergétique, on a aussi des activités d'installation de panneaux solaires, notamment. On est en train de développer une compétence dans le photovoltaïque et on espère peut-être prochainement aussi se pencher sur la question de tout ce qui est mobilité électrique et infrastructure de recharge de véhicules électriques. Alors, les perspectives 4.0, une fois encore, contexte ou pas, je dirais que nos perspectives restent les mêmes, notamment nos objectifs. Donc, on n'a pas été réellement impacté en termes de ce que l'on espère faire dans les années à venir au niveau de l'innovation et de manière générale, voilà, de la digitalisation et de la transformation industrielle. Quelques exemples pour illustrer ça. Donc, au niveau de l'offre, de ces nouvelles offres 4.0 qu'on essaye de proposer, on souhaite poursuivre le déploiement des solutions Dative. On souhaite recruter de plus en plus de développeurs, ce qui peut paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas. C'est des compétences qui sont réellement difficiles à trouver. Et on souhaite également réellement bâtir et déployer une offre qui serait dédiée à la cybersécurité. Aujourd'hui, on s'est beaucoup penché sur la question de l'IoT et des solutions logicielles, mais forcément, cela va main dans la main avec les questions de sécurité. Donc aujourd'hui, on a vraiment renforcé notre équipe d'experts dans le domaine et on souhaite développer une offre de services dédiée à la cybersécurité industrielle. Et en parallèle de ça, on a vraiment vocation à développer de plus en plus de compétences. On cherche vraiment à internaliser ces compétences dans le digital. Et là, notre prochain grand chapitre, c'est tout ce qui est IA et machine learning, puisqu'on a vocation à développer des briques dans ce domaine-là pour les intégrer à nos solutions, notamment de contrôle qualité par analyse d'image, de maintenance prédictive, etc. Voilà pour la partie offre. Et puis après, pour la partie interne, là aussi, on a envie vraiment de continuer ce qu'on a initié au niveau de nouvelles technologies à déployer sur le terrain.
On a fait pas mal de POC l'année dernière. On a testé la réalité virtuelle, la réalité assistée, un petit peu moins la réalité augmentée. Voilà. Mais le challenge, c'est de vraiment passer du POC au déploiement sur le terrain, d'avoir des solutions qui soient réellement utilisées aussi massivement que possible et aussi intelligemment que possible par nos techniciens. Donc ça, c'est un peu notre gros chapitre aussi pour l'année, la fin de l'année et l'année 2021, c'est de passer du stade des POC au stade du déploiement terrain. Et en parallèle, bien sûr, continuer à tester de nouvelles technologies et à renforcer un peu tout ça, c'est-à-dire à la fois la partie offre et la partie plus interne, dans un packaging, je dirais, industrie 4.0, maintenance 4.0, parce qu'on pense vraiment que toutes ces choses-là, en fait, vont ensemble. À la fois tout ce qui est solution IoT, tout ce qui est expertise terrain, tout ce qui est excellence opérationnelle, c'est-à-dire façon de travailler, et tout ce qui est accompagnement. On pense que toutes ces choses-là vont ensemble, s'articulent. Et donc, voilà, aujourd'hui, on a un peu développé les premières briques et on va essayer de bien les lier ensemble pour avoir des solutions qui soient en phase avec les contraintes et les besoins du monde industriel. Merci à tous les intervenants et experts pour leur contribution sur cette première session. Donc, c'est désormais le temps des questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à utiliser, je vous rappelle, le chat qui est à votre disposition pour pouvoir poser en live vos questions. Donc, on a pu voir quelques commentaires de la part des uns et des autres. Peut-être première question pour lancer le débat qui s'adresse plutôt à Thomas et donc aux sociologues. Donc Thomas, quels sont les principaux risques de la digitalisation et du travail à distance aujourd'hui pour les organisations industrielles? Je crois qu'on est tous tentés effectivement d'imaginer des activités industrielles de plus en plus digitalisées, donc de plus en plus automatisées, de plus en plus codifiées numériquement. Et en fait, la difficulté, c'est de gérer les situations où l'activité échappe en fait à cette digitalisation ou cette automatisation, c'est-à-dire ces situations de défaillance, situations parfois non visibles de l'activité et parce que finalement face à ces défaillances, souvent le système que forme le système de production normal et le système digital devient beaucoup plus complexe, quoi. Et il faut arriver à gérer cette complexité. Alors évidemment, ça suppose des compétences et puis ça suppose aussi beaucoup d'ajustements à l'intérieur de l'organisation, beaucoup d'agilité, non seulement pour arriver à mettre en place ces nouveaux dispositifs et ces nouvelles, mais aussi pour pouvoir gérer toutes ces situations de mise au point ou de défaillance. Et ce que j'avais voulu souligner, c'est qu'en situation de crise, comme l'activité est désordonnée, elle est désorganisée par la situation de crise, eh bien, parfois, ça peut accroître évidemment ce décalage et là, du coup, la difficulté à réagir à cause de la complexité accrue. Voilà. Maintenant, ce que j'ai voulu souligner aussi, c'est que les entreprises apprennent parfois très vite, adaptent aussi ces systèmes et elles ont su le faire pendant la crise pour retrouver des capacités d'action. Et puis, effectivement, si elles avaient la mesure d'anticiper, elles ont été capables aussi d'imaginer leur système face à une nouvelle situation aujourd'hui qui est encore un peu différente, puisque en fait, on n'a pas ces contraintes d'arrêt d'activité qu'on a eu et puis de fermeture de frontières qu'on a pu avoir lors de la première vague. Voilà. Merci. Je laisse la parole à d'autres questions. Oui, merci Thomas. Je vais poursuivre. Je ne vois pas de questions sur le chat. Peut-être pour poser une question à Daniel, qui est en ligne avec nous. Du côté de Grenoble INP, donc génie industriel, donc on a établi un REX, là on va dire, avec plusieurs interventions, mais de votre côté, c'est quoi les principaux enseignements finalement que vous tirez de cette période, alors de cette longue période, la première et puis la deuxième vague?
Beaucoup de choses que j'essaierai de résumer en 3 points. La première, il faut qu'on intensifie notre recherche. Notre recherche proche des entreprises, avec les entreprises, qui associe technologie et humain. C'est un point important. On voit bien qu'on doit faire circuler les connaissances, accroître les connaissances. Ce que parfois vous appréciez un peu mal de ce qu'est une université, c'est qu'on voit beaucoup d'exemples dans beaucoup de branches, dans beaucoup d'entreprises. Donc on est bien placé pour voir les bonnes pratiques, les généraliser, inventer les nouveaux concepts, transférer les outils d'un domaine à l'autre en les adaptant vers ça. On a aussi une action de recherche qui est bien de déminer ce qui va arriver. Hein. On voit bien ici ce qui bouge, plein de nouvelles organisations, plein de nouveaux marchés, des business models plein aussi. On veut des productions locales, on veut des productions urbaines. On voit bien qu'on a à travailler sur les conditions de la réussite de tout ça parce que ce n'est pas naturellement que ça va se passer comme on veut. Le deuxième enseignement qu'on tire, c'est au niveau de l'urgence de former différemment les étudiants, notamment pour nous. Donc, ce sont les ingénieurs et les cadres des entreprises qui reviennent en formation tout au long de la vie. Si on veut qu'ils puissent travailler dans le nouveau cadre de pensée tel que nous avons commencé à le définir dans ce sommet, c'est-à-dire plus de résilience, plus de durabilité, comment mieux organiser la data dans les entreprises, comment raisonner service et beaucoup moins produit, comment comprendre le système complet dans lequel tout ça se passe. On voit que c'est différent des pratiques historiques de formation par petits morceaux, quoi. Et peut-être le dernier point que l'on a relevé, c'est il est nécessaire de confronter les étudiants aux réalités industrielles, de leur montrer que les questionnements sont bien les questionnements qui se posent et bien s'appuyer sur l'actualité pour bien lever le bon problème. Leur montrer que les exercices qu'on nous propose sont construits à partir de cette réalité et qui ne sont pas dans le vide. Et bien sûr, à partir de là, à partir de ces vraies questions, la formation, c'est de donner les outils de réflexion, c'est de donner les outils de résolution, hein, c'est faire le travail de l'ingénieur là derrière. Voilà les 3 points qu'on a mis en évidence. Merci Daniel. J'aurais une question qui a été posée dans le chat pour Madame Lucille Corona-Perrier au sujet, parce que c'est une question qui revient souvent quand on parle de 4.0, on nous demande est-ce qu'il faut avoir fait le 3.0, et généralement ce qu'on met derrière le 3.0 c'est ce qui était la vague Lean qui a été mise en place entre les années 90 et les années 2000. Est-ce que du côté de GPI, on avait pu bien ancrer et bien entériner la phase entre guillemets 3.0 avant de passer à la 4.0, où finalement les deux se font en concordance? Oui, bonjour. Alors, est-ce que ça marche? Vous m'entendez? Bonjour, alors très bonne question, moi je suis tout à fait d'accord. Je trouve que dans les communications, souvent on omet ce point-là, c'est-à-dire que le monde industriel n'est pas forcément toujours mature pour mettre en place des solutions 4.0 telles qu'on les entend, donc de connectivité entre guillemets poussée parfois à l'extrême. Parfois il y a d'autres questions qui se posent, il y a le lean, il y a l'automatisation qui pour moi fait aussi partie de ce qu'on pourrait appeler 3.0. Donc, je dirais que dans certains cas, ça peut se faire en parallèle. Nous, en interne, par exemple, on a une usine, donc l'usine de Géral, hein, qui fait de la production d'équipements électroniques. Et ben, pour eux, la question de tout ce qui est lean management, amélioration continue se pose en priorité. Et dans le cadre de cette démarche, on peut être amené à mettre en place des solutions de 4.0. Donc, par exemple, dans la démarche lean de Géral, il va y avoir une meilleure mise en place de la qualité, une meilleure détection des défauts sur les cartes électroniques. Et dans ce cadre-là, on va pouvoir mettre en place des solutions dites 4.0, donc par exemple de machine learning, de détection automatique de défauts sur la base d'analyse d'images. Mais c'est plus je dirais que c'est plus un complément. Ça ne sera utile que si il y a la bonne ligne CMS, il y a la bonne caméra pour capturer les vidéos, il y a la bonne compréhension des défauts, etc. C'est pas une fin en soi.
Et de la même manière, côté Dativ, dans les clients avec qui on travaille, on observe ça. On observe souvent des clients qui nous disent, avant même de me poser la question de mettre en place un monitoring industriel, par exemple, encore faut-il que j'automatise ma ligne de production, que je la remette à jour, etc. Et je pense que c'est une des forces qu'on a au niveau du groupe GPI, c'est qu'on peut proposer les deux. Et on a en ce moment ces cas-là, on a un client par exemple que je ne nommerai pas, qui est un gros client industriel, qui avait comme enjeu prioritaire d'automatiser une de ses lignes de production, sauf que son management, son siège, etc. lui disait oui, mais il faut avoir une démarche 4.0, il faut que ce soit innovant, connecté. Bon, bah, dans ce cadre-là, on va faire les deux en parallèle. C'est-à-dire qu'on va automatiser la ligne de production et on va intégrer la réflexion monitoring et le logiciel de monitoring dans cette même démarche. Donc ça, entre guillemets, c'est l'idéal. Ça permet de sauter les étapes. Mais voilà, il vaut mieux à la limite commencer, je dirais, par une automatisation, par une démarche d'amélioration continue et se poser après la question du 4.0 que l'inverse. Sinon, on risque de se retrouver avec une multitude d'objets, enfin d'objets logiciels qui ne communiquent pas forcément entre eux. Et c'est souvent des situations un peu complexes après à réintégrer, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si je réponds à la question. Merci Lucille. Décidément, nous avons d'autres questions pour vous. Donc, il me semble que la deuxième question rejoint un petit peu, à moins que vous vouliez apporter un commentaire, ce que vous venez de développer, notamment donc, ce qui est écrit. Donc, quels seraient pour une petite entreprise les premiers digitaux à évaluer et qui sont facilement accessibles. Et puis, on a une deuxième question qui s'adresse à vous. Que la chaîne de valeur donc, est souvent répartie entre donneurs d'ordre et sous-traitants. Alors, comment motiver ces fournisseurs pour enclencher une démarche 4.0 ? Voilà, donc je vous adresse ces deux questions en même temps. Voici. Oui, bah, vas-y, Thomas. Ok. Je crois qu'on a perdu Lucille un petit instant, donc je te laisse engager. Ça y est, je suis de retour. Donc bon. Thomas, tu pourras apporter ton commentaire dans la foulée. Alors la première question, effectivement, il me semble qu'elle est liée à celle d'avant. Il y a aujourd'hui des outils qui sont accessibles. C'est difficile de répondre comme ça dépend du besoin. Nous, on trouve qu'une solution de monitoring industriel, par exemple, pour faire remonter des données clés, c'est quelque chose qui peut être rapidement mis en place et rapidement utile. Par exemple, le monitoring énergétique, c'est quelque chose qui permet rapidement à la fois d'améliorer la performance, je dirais, énergétique d'un site, mais aussi de se rendre compte potentiellement de petits problèmes, de petits soucis, parce que l'énergie est souvent un vecteur et souvent un signe d'autre chose. Donc, c'est assez intéressant quand on corrèle l'énergie avec des données de production. Ça permet en général d'arriver à des solutions assez rapides, sans même parler de faire de la maintenance prédictive ou de l'analyse prédictive très poussée. La deuxième question, alors c'est difficile de répondre comment motiver ses fournisseurs. Nous, on est fournisseurs pour beaucoup de clients et on est motivés dans cette démarche-là. Après, on a souvent cette problématique, paradoxalement, de motiver nos filiales, en fait, qui sont elles-mêmes fournisseurs de grands sites industriels et qui, parfois, ne se rendent pas toujours compte de l'intérêt que cette démarche-là peut représenter. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, on a créé une société dédiée à ces sujets, pour pouvoir avoir, entre guillemets, l'autonomie de les porter auprès de nos clients industriels. Après, aujourd'hui, ça commence à fonctionner. On arrive à montrer à nos filiales que c'est dans leur intérêt. Par exemple, là où Dativ commercialise un logiciel, il y a toujours une phase d'installation. Il y a toujours une phase de mise en place du système de remontée de données, de tirage de câbles. Enfin, il y a forcément une phase d'installation qui est importante et qui bénéficie à nos filiales. Donc, nous, c'est notre façon de les motiver. C'est entre guillemets de créer pour elles un nouveau débouché commercial et industriel. Après, voilà, je dirais que ça dépend des sous-traitants, du type, de leur motivation. C'est difficile de répondre de manière générale à cette question, je dirais. Merci. Thomas ? Ton micro, Thomas. Par rapport à la première question, je pense qu'il faut essayer de choisir des chantiers mobilisateurs, des chantiers qui font sens pour les équipes, et puis des chantiers qui apportent de la valeur économique. Et je pense que il faut parfois faire attention à
à ne pas trop se précipiter, je dirais, par un petit peu par effet de mode ou par une sorte de nécessité d'afficher un projet de modernisation. Je pense, bien sûr, il y a une part de pari. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément, et c'est des démarches innovantes, donc il faut accepter de ne pas forcément être complètement sûr que ça apportera de la valeur économique, mais donc il y a une part de pari, mais il vaut mieux choisir des sujets qui font sens pour les équipes pour pouvoir les mobiliser, les motiver collectivement autour de cela. Je donne un petit exemple simple. Ajouter des capteurs communiquant sur des installations avec utilisation des données, visualisation des données sur des dashboards peut être finalement considéré comme un projet très motivant, parfois pour des pilotes de ligne ou pour des gens qui maîtrisent au quotidien ces technologies, parce que ça peut aussi les aider à avoir une meilleure compréhension du fonctionnement de leur système, bien sûr à condition que ce soit construit avec eux. Voilà. Manuel, je vous rends la main. Merci. J'aurais une question pour Lucille Courana-Perrier. C'est quelles étaient les marges de manœuvre que vous avez laissées aux personnes dans votre stratégie de déploiement du 4.0 pour expérimenter, en fait? Aux personnes en interne, vous voulez dire? Oui, c'est ça, en interne. Alors, assez importante, parce qu'on a la chance d'avoir donc créé une entité innovation au niveau du groupe et on a le luxe, entre guillemets, du temps. C'est-à-dire qu'au niveau du groupe GPI, les filiales sont forcément très, très pressées par le temps, vu qu'on est un groupe de services, entre guillemets, le temps, c'est de l'argent. Nous, au niveau de GPI Innovation, on n'a pas ce problème-là, puisque un de nos objectifs, c'est aussi forcément d'expérimenter avec des nouvelles technologies. Donc, on n'a pas de budget réellement défini ou bloqué là-dessus. Donc, si on a des collaborateurs, que ce soit au niveau des experts ou de Dativ, qui veulent tester des nouvelles choses, ils sont libres de le faire. Après, moi, ce que j'aime leur dire, c'est aller au bout de la démarche. C'est-à-dire qu'il y a souvent la démarche « Ah, c'est sympa, la réalité augmentée, là, j'aimerais bien essayer ». On achète le casque, on teste un petit peu « Ah, c'est compliqué », voilà, et on laisse un peu de côté. On a pu avoir ce problème-là par la suite. Donc là, on essaie d'insister sur le fait que acquérir des nouvelles technos, tester, oui, mais il faut essayer d'aller au bout de la démarche, de voir à quoi ça peut nous servir à terme, sur le terrain, pour nos cœurs de métier ou pour développer des nouveaux business d'ailleurs. Mais pas juste tester parce que c'est intéressant, même si parfois on le fait. Hein. Par exemple, on a testé une solution de réalité assistée là, avec une caméra devant les yeux pour l'assistance en temps réel aux techniciens sur le terrain. Bon, bah, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément suffisamment mature, ou c'était trop onéreux pour répartir ça chez toutes nos équipes. Donc, on a un petit peu mis ça en pause pour le moment. Mais voilà, on a été plus ou moins au bout de la réflexion actuelle de se dire est-ce qu'on lance ça ou pas. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Parfaitement, merci. Donc, je prends la question de Monsieur Varillas. Est-il prévu une communauté de pratique 4.0 dans l'Ain? Donc simplement pour indiquer que aujourd'hui il y a plusieurs initiatives qui ont été engagées par l'UMM de l'Ain, toujours en partenariat avec Grenoble INP, qui se traduisent par des ateliers 4.0, donc thématiques. Vous pouvez retrouver l'agenda de ces ateliers sur le site de l'UMM de l'Ain, où l'idée c'est vraiment d'échanger sur une pratique ou sur une techno, ça dépend. En particulier, il y en a à peu près une fois tous les mois et demi. Les derniers étaient sur les IoT. Le dernier, par exemple, a été sur les IoT. C'est passé en ligne compte tenu du contexte. On a également lancé, donc là, c'est la 3e promotion, un parcours dirigeant 4.0, donc qui est un parcours en 8 journées qui se déroule donc sur 8 mois, dont l'objectif est aussi d'avancer entre dirigeants sur les transformations, notamment sur les transformations 4.0. Et après, on est aussi à l'écoute des besoins et des idées, peut-être pour aller plus loin et proposer d'autres choses, puisque notre objectif est bien de soutenir la transformation 4.0 des industriels. Voilà, et puis simplement je rebondis sur le commentaire de Jean Breton de TESAM qui évoque effectivement
la capacité du client à embarquer ses fournisseurs stratégiques, donc pas tous, sur le sujet de l'innovation. Si je peux faire un petit commentaire là-dessus. Oui. Je suis tout à fait d'accord. Et pour nous, ça a joué un rôle décisif. Et pour l'anecdote, c'est grâce à un client, en fait, à la base, qu'on a recruté des développeurs. C'est-à-dire qu'on a un client historique de GPI, je ne vais pas le nommer, mais voilà, qui est un client depuis le début de Géral, qui avait cette démarche de se dire, tiens, moi, j'aimerais connecter mes équipements. Géral étant son fournisseur stratégique, il est venu revoir Géral en lui demandant, est-ce que vous savez faire ça? Clairement, à l'époque, on ne savait pas, mais on a dit essayons. Et en fait, c'est sur cette base-là qu'au départ, le groupe, c'était avant que j'arrive, avant qu'il y ait GPI Innovation, Datif, quoi que ce soit, le groupe a embauché 2 développeurs pour répondre aux besoins de ce client-là. Et c'est de fil en aiguille, on s'est rendu compte, ah bah oui, tiens, c'est intéressant comme démarche, c'est quelque chose qu'on pourrait répliquer ailleurs. Mais c'est venu de la demande et de la confiance d'un client, en fait, au départ. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce commentaire. Une dernière question pour le groupe Perrier Industrie qui est posée dans le cadre du chat, c'est comment avez-vous ou comment allez-vous évaluer l'efficacité de la mise en place du 4.0, notamment au sein de votre entreprise? Oui, alors c'est une bonne question. Alors vu que c'est nouveau pour nous, hein, on a entre guillemets lancé officiellement cette démarche au 1er janvier, on a un certain nombre d'indicateurs. On essaye d'être un petit peu innovant dans les indicateurs, donc il ne s'agit pas tellement de entre guillemets l'argent qu'on a économisé, c'est plus est-ce que ça nous a aidé à recruter de nouvelles personnes, est-ce que ça nous a permis d'acquérir de nouveaux clients, de développer de nouvelles offres, est-ce que ça a amélioré notre visibilité? Enfin, on a listé tout un certain nombre d'indicateurs qu'on va essayer de suivre de manière relativement flexible, hein, il ne s'agit pas de trop structurer. Mais on va essayer de le suivre, voilà, d'avoir des indicateurs un petit peu innovants qui changent de l'ordinaire, puisqu'on ne peut pas avoir un compte d'exploitation du 4.0 comme on peut le faire avec les autres filiales. On essaie d'avoir notre propre système de gestion, et puis on verra comment ça évolue. C'est encore très récent pour nous comme démarche structurée, j'ai envie de dire. Merci à tous. On arrive au terme de cette première session du sommet 4.0. Donc, comme l'objectif de ce sommet est de faire un tour d'horizon non exhaustif des possibilités que nous propose l'industrie 4.0 en cette période de crise, nous balayerons tout au long de ces 4 jours les différentes activités de l'entreprise et nous traiterons de l'impact du 4.0 sur ces activités. Donc, je vous remercie à tous pour votre éclairage et la richesse de ces échanges. Je remercie l'ensemble des participants et ceux qui ont posé des questions et ceux qui ont tout simplement écouté. Et je vous donne rendez-vous demain à 16h30 sur l'adresse que vous avez obtenue. Et je vous rappelle que ce webinaire est disponible en replay dès ce soir ou dès demain matin.